Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous sommes en balade au sud de Paris, à Plessis-Robinson, pour aller voir Cesare Menardi, le boss d'Atalia. Atalia, qui est un distributeur qui maintenant commence à devenir éditeur depuis un an. On va lui parler un petit peu de tout ça, de comment ça se passe chez lui, où est-ce qu'il a commencé, et on va aller voir ses bureaux. Mais dans les bureaux, on a eu droit au passcode pour rentrer. On va commencer par ça. Bonjour. Cesare, salut. Bienvenue. Chez Atalia alors? Bah oui, voilà, venez voir l'appartement d'Atalia parce qu'en fait c'est le quartier général, mais en même temps c'est un appartement parce que... C'est pas des bureaux? C'est pas des bureaux, tous mes salariés, donc nous sommes 8 plus moi, on est tous en télétravail aux quatre coins de la France, pour plusieurs raisons, notamment on va parler un peu tard, et puis quand ils viennent ici, on fait les réunions ici, on fait les tests ici, ils dorment ici, et du coup c'est un appartement. Eh ben on va voir ça. Un bureau appartement. D'ailleurs, on l'appelle l'Atalia Airbnb, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'Atalia Airbnb. C'est un peu le bazar, on a tellement de jeux entre ceux qu'on distribue, ceux qu'on édite, ceux qu'on envisage de distribuer. Et du coup, on a plein de jeux qu'on nous envoie pour tester ou distribuer, etc. Donc il y en a partout. Si ce sont des bureaux, c'est un petit peu normal aussi. Et encore, justement, après, le gros de nos jeux, bien évidemment, c'est dans un entrepôt qui est à côté de Niort. C'est là que tous les jeux sont expédiés aux clients, etc. Mais là, on a que des échantillons, que des jeux à tester, des choses comme ça. Bon Cesare, maintenant qu'on a installé et qu'on peut commencer un petit peu à parler, qu'est-ce qu'un gars qui travaille à la RATP se retrouve à faire des jeux? Ça commence comment? Ça commence pourquoi? Alors déjà, à la RATP, j'avais travaillé jusqu'à 2 ans pour un rôle un peu particulier en tant qu'expert, tout ce qui était ma vie précédente, qui était plutôt dans la logistique et les achats. Et donc, j'étais auto-éditeur avant, au niveau plaisir, hein. C'était juste une activité comme ça que je faisais quand j'étais encore consultant en 2010. Donc tu rentres dans le monde du jeu en tant qu'auteur? Auteur, éditeur, oui, j'avais auto-édité un petit jeu que du coup j'ai perdu parce qu'on a sorti plein de jeux pour préparer le discours. Ça c'est ton premier jeu? Oui, c'est notre premier jeu, ça a été édité comme ça, c'était un pari, je ne connaissais rien du tout au monde du jeu. J'avais trouvé un gars qui m'avait fait les illustrations que je trouvais jolies, en ne connaissant pas le niveau d'exigence du marché à l'époque. C'était joli peut-être à l'époque ou pour en mode famille? Même pas forcément, parce que effectivement c'était l'un des handicaps tout de suite quand tu vas sur TrickTac et tu regardes les notes. On dit que le jeu est bon, mais qui est moche, qui est trop petit, qui n'a pas tout le matériel pour jouer parce qu'il faut des pièces. Donc, tu découvrais le monde en fait et tu connaissais vraiment rien. C'est ça. On est en quelle année là pour ça? Je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et on est en quelle année? 2010, et puis après j'ai récidivé en 2012 en sortant toujours en tant qu'auto-éditeur Robotrock, qui lui a mieux fonctionné, surtout elle a fonctionné à l'étranger celui-ci. Ah oui. Et parce que en allant à Essen pour essayer de vendre la licence ou de trouver des distributeurs, parce que le jeu est déjà en 4 langues. 4 langues que tu as toi-même localisées, donc c'est toi qui as trouvé quelqu'un pour en fait c'est un jeu qui est indépendant de la langue, donc il y a 4 règles dedans, il y a 4 petits pitchs, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de plein d'autres distributeurs et des distributeurs à l'étranger, que je me suis dit, tiens, il y a plein de bons jeux qui ne sont pas arrivés en France, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors en 2015, quand j'avais un peu fait le tour de mon travail à la RATP, que je voulais de nouveaux challenges,
peut-être en me mettant, en fondant ma boîte, je me dis qu'est-ce que je vais faire. J'avais fait des business plans en tant qu'éditeur, en tant que distributeur, en tant qu'auteur, en tant que boutique aussi. Ah oui, boutique. Oui, j'ai analysé les 4 possibilités, et puis par rapport à mes savoir-faire aussi, qu'est-ce que je sais faire le mieux en tant que avec un passé dans la logistique. Je me suis dit, il y a peut-être possibilité de lancer un distributeur qui puisse se différencier quand même de tous ceux qui sont déjà installés. Et c'est pour ça qu'initialement Atalia était uniquement distributeur 100%. C'était pour pouvoir se différencier et pouvoir dire aux éditeurs, tu vois, ce jeu-là il est chez nous, mais il part avec un pied d'égalité par rapport à tous les autres, parce qu'ils sont tous distribués. Il n'y a pas une partie qui est éditée et qui forcément est mise en avant en priorité, en tout cas dans laquelle l'éditeur s'investit davantage parce que c'est son bébé. Là, tu compares par rapport à ceux qui font à la fois leur jeu à eux en tant qu'éditeur et ceux qui prennent des jeux autres qui vont distribuer en tant que tel. Donc distributeurs-éditeurs à l'époque, qui sont comme Asmodée le fait aujourd'hui, comme Yellow le fait, enfin il y a plein qui le font aujourd'hui aussi de toute façon. Et donc tu dis, je vais juste être distributeur, ce sera plus clair, c'est ça l'idée. Ça c'était au début, et puis peut-être on parlera plus tard, mais petit à petit le marché a évolué, la concurrence aussi, et du coup nous on doit évoluer avec. Et du coup depuis l'année dernière on a commencé, mais avec une volonté que ça reste minoritaire, une partie d'édition proprement sous marque Atalia. Ok, mais donc tu commences distributeur, tu commences avec quoi? C'est quoi le premier jeu ou les premiers jeux? Première année, tu signes un jeu, tu en signes 20? On avait une quinzaine de jeux la première année. En 2015, ça tombe bien. Comme premier jeu, on avait Loup-garou pour une nuit, qui avait super bien fonctionné, qui aujourd'hui est édité par Ravensburger, mais à l'époque était édité par Basic Games, un éditeur américain. Loup-garou pour une nuit, c'est quoi? C'est un jeu différent dans le même monde que de Loup-garou de Tierceleux ou c'est... En fait, Loup-garou de Tierceleux, il reprend un jeu qui s'appelle Loup-garou, qui reprend la mécanique d'un jeu qui s'appelle Mafia. Plus ancien. Donc à chaque fois, il y a des améliorations, des évolutions de ce qui existait déjà. Et à Loup-garou pour une nuit, quelque part, c'est une évolution de Loup-garou de Tierceleux avec de nouveautés, des caractéristiques qui sont différentes. En fait, pour moi, les deux sont des excellents jeux. Loup-garou de Tierceleux, c'est excellent à partir de 8 joueurs, voire plus si possible. Donc plus on est nombreux, plus c'est cool. Et contrairement à ça, Loup-garou pour une nuit, c'est de 3 à 10. Donc on peut jouer, c'est plus jeu de société quelque part, alors que l'autre c'est plus party game. Ok, donc lui il rentre et il marche bien, il permet de tirer un petit peu Atalia parmi les autres, les 14 autres jeux. Oui, on avait aussi Spellcaster qui avait très bien marché, pour lequel il y a eu 2 tirages. Ça, j'en ai encore au bureau de 2 exemplaires. C'est le tout dernier. Celui qui le cherche, il s'adresse à toi directement. Il y a quelqu'un qui l'a fait effectivement. Je cherche absolument des Spellcaster. Attention, c'est vendu à prix d'or, il ne reste plus que 2. Maintenant ça coûte cher. Donc tu as vraiment tout ça et Atalia est lancé, mais toi tout seul en 2015 pour s'occuper de ça. En 2015 c'était encore un peu le dernier train pour lancer un distributeur tant que je l'ai fait, parce que la plupart des distributeurs à l'époque travaillaient en dépôt-vente. Et je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas. Dépôt-vente, ça veut dire que l'éditeur, typiquement, ils avaient par exemple imprimé 3000 boîtes comme ça en français, sauf que l'éditeur en étant américain, il va avoir du mal à vendre et contacter toutes les boutiques françaises, etc. Donc du coup, je dis, écoute, tu m'envoies les 3000 boîtes, moi j'ai pas les sous pour te payer, au départ c'est comme ça, c'est une petite boîte, mais encore une fois, même les grands, ils faisaient ça. Tu m'envoies les 3000 boîtes, je fais le marketing, je fais connaître, je vais distribuer, et à chaque mois, je te paye ce que j'ai réellement vendu. Donc tous les mois, je lui paye ce qui est réellement vendu. Et c'est ça, dépôt-vente. Donc ce qui fait que du coup, tu peux te lancer tout seul quand tu as derrière une société de logistique externalisée qui prend les commandes et les traite. Donc j'étais tout seul d'un point de vue marketing, commercial et tout ça.
Mais après, quand même, j'avais une société derrière qui s'occupait de comptabilité d'une part et une autre qui s'occupait de tout ce qui était logistique. Sinon, bien sûr, tout seul, on ne peut pas. J'étais tout seul, effectivement, j'étais la tête pensante d'Atalia, j'étais celui qui choisissait les jeux, j'étais celui qui faisait la publicité quelque part, qui les faisait connaître. Et qui prenait contact avec les magasins. Les magasins, tout à fait. Initialement, c'était surtout aller sur les festivals. Il y en a beaucoup en France et en Belgique, on a cette chance-là. Beaucoup sont plus ou moins gratuits, en tout cas, c'est pas très cher d'y aller. Et du coup, on fait connaître les jeux, les boutiques voient que les jeux plaisent et du coup, gagnent en confiance et passent commande. Parce qu'initialement, les boutiques sont très sollicitées par plein de petits auto-éditeurs, comme j'avais pu être moi-même au départ. Mais moi, pour Robotrock, j'avais un distributeur. C'est pour ça qu'aussi on ne voit pas ton nom sur des boîtes comme Spellcaster, il n'y a pas Atalia à l'époque, parce que tu fais jamais qu'en fait le point de contact entre l'éditeur étranger éventuellement, le stockage et la distribution vers les magasins. Ouais, écoute, moi je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Vu mon prénom, je connais bien le dicton. CRR là qui a fait l'édition, qui a fait le travail, donc pourquoi je dois mettre ma marque à leur place? À leur place peut-être pas, mais ça aurait permis de mieux voir Atalia en tant que distributeur, comme ça se fait par ailleurs. Tu ne sois pas le premier distributeur à mettre son nom. C'est vrai que petit à petit on a été obligé de le faire nous aussi, parce que du coup ça fait que par rapport à d'autres qui font à peu près le même métier, on est moins connu parce qu'on ne met pas notre marque à la place de l'autre, quoi. Donc petit à petit on commence à le faire aussi, ou comme dans le cas de Gutenberg là, qui vient de sortir, on a mis Atalia, mais on a mis Atalia, mais avec ce, tu vois, qui est un bleu qui n'est pas tout à fait le même que celui le vrai Atalia, dont le respect de la recherche graphique de la boîte, en respectant le travail de l'éditeur, quoi. Voilà. Ok, donc 2015. On est parti, ça commence à tourner, tu as mis de l'argent pour faire tourner la boîte dans un premier temps. 2016, arrive, j'imagine fin 2016 ou un truc ainsi, ce qui va être ta grosse locomotive, ta première grosse locomotive. C'est ce qui a fait changer. En fait, on avait un business plan qui était prévu d'embaucher une personne au bout de 2 ans et demi, voire 3 ans, et puis petit à petit grandir, etc. En fait, effectivement, on a l'opportunité de distribuer un jeu qui s'appelle Limite, et qui est un jeu qui est inspiré, plus qu'inspiré de Cards Against Humanity, qui est un succès au niveau planétaire parmi les party games, on va dire. Tout comme Blanc Manger Coco, qui est encore plus connu, parce qu'il est surtout une boutique avant Limite, mais ils sont sortis en même temps sur le marché en fait. Et qui, Cards Against Humanity lui-même est une adaptation de jeux déjà existants. On retrouve la même mécanique en 1700. La différence c'était qu'il fallait faire remplir des phrases à trous, mais avec des phrases de livres, et il fallait faire la phrase la plus classe. Aujourd'hui, il faut faire la phrase la plus trash, la plus drôle. On voit bien l'évolution de la société entre des... Et donc Limite, ça change tout en fait pour Atalia. Oui, parce que ça marche comme des petits pains et il y a une croissance exponentielle. Et du coup, effectivement, on a vite été obligé d'embaucher de nouvelles personnes. Et on est arrivé donc entre 2016 et 2018 à 8 personnes plus moins, donc 9. Avant que, fort de son succès, ils ont trouvé un distributeur qui a beaucoup plus d'argent qu'Atalia, et du coup ils sont partis du jour au lendemain, ce qui a fait qu'on a dû se mettre en redressement, parce que c'était ça, fermer la boîte ou licencier tout le monde. Ouais. Ni la deuxième ni la troisième opportunité me plaisait, donc pour sauvegarder l'emploi et la boîte, on s'est mis en redressement, ce qui permet de ne pas devoir payer les dettes qu'on avait avec eux, parce qu'en fait on avait de grosses dettes avec eux, puisque l'agro de jeu c'est en grande surface, les grandes surfaces payaient à 60 jours, mais nous on les payait à 30. Ah oui. Et puisqu'il y a une croissance exponentielle, tous les mois on devait leur payer plus de ce qu'on touchait. Et donc forcément on avait accumulé des dettes assez importantes. Alors on était d'accord, hein, c'était donnant-donnant, c'était quelque part à bout d'un moment quand les ventes arriveraient à se stabiliser.
on aurait certainement tout payé. Et ils étaient d'accord, quoi. On savait très bien qu'entre une petite boîte, c'était la contrepartie. Et sauf que quand ils sont partis, en plus, ils ont exigé qu'on leur rembourse les dettes, qui étaient assez importantes. Ce qui fait que comme c'est pas possible directement, on trouve une solution judiciaire qui permet de tenir tout ça. Ouais. Mais dans le monde du jeu, tout le monde croit qu'Atalia c'est fini. À l'époque, oui, hein, tout le monde venait nous voir, ça va, comme si tu avais une maladie contagieuse, mortelle. Alors pour moi, c'était pas très grave, c'était plutôt pour mes salariés qui étaient un peu durs quand ils allaient sur le festival. Et quand, un an après, on avait quand même, grâce au fait qu'on a gardé les 8 personnes aussi, on a mis en place, on a fait tourner la machine, on a cherché de nouveaux jeux, on a cherché de nouvelles façons de grandir, de se développer. Et on est sorti de redressement, on a 2 ans maximum pour sortir du redressement. Et au bout de 2 ans, si on n'a pas un plan de continuation qui convainc les juges, la boîte est mise en faillite. Du coup, là, c'était pas le cas. Au bout d'un an, on est sorti du redressement et maintenant, on est juste sur ce qu'on appelle un plan de continuation. C'est-à-dire que petit à petit, on doit rembourser. Le principal créancier, c'était limite. Donc on les rembourse par la loi. Le juge a décidé que pour que la boîte puisse continuer, Atalia, et l'emploi puisse persister, qu'on les paye en 7 ans. Donc tu trouves de nouveaux produits à vendre, des nouveaux partenariats, des nouveaux accords, et on arrive en 2018, 2019 où est-ce qu'on en est? Ouais, on les avait déjà en fait lancés parce qu'on s'est rendu compte que quand même c'était dangereux et risqué. C'était notre chance de tout baser sur les limites, c'est ça, ça aurait été dangereux. Je me dis, là ils font 50% de leur chiffre d'affaires, s'ils sont bons un jour, on ne pensait pas que puisse arriver parce que je sais que certains gros avaient déjà frappé à la porte et ils avaient refusé. Juste que malheureusement c'est arrivé quand même, mais parce que quelqu'un est arrivé avec un chèque plus important visiblement. Et du coup on avait déjà quand même relancé, il nous faut d'autres jeux, d'autres locomotives, déjà pour pouvoir grandir davantage, et puis si jamais limite s'en va, on puisse survivre. Malheureusement ils sont partis avant qu'on puisse les mettre en place, mais c'était déjà en place. Les jeux avaient été déjà identifiés. Et on avait déjà limite Nondarenard qui venait de gagner l'As d'Or juste un mois avant. Et donc Nondarenard, c'est lui qui va être ta prochaine locomotive, peut-être le montrer ici. Oui, Nondarenard, il a gagné l'As d'Or en catégorie enfant en 2018. Et contrairement à d'autres As d'Or qui ils se vendent tout de suite et puis ils partent un peu aux oubliettes, celui-ci c'est réellement un bon As d'Or. Il y a des crus meilleurs que d'autres certaines années. Et là on est tombé sur une bonne année visiblement parce que les ventes ne cessent que d'augmenter depuis. Ah oui. Donc c'est un jeu qui aujourd'hui est rentré vraiment dans les magasins, a vraiment une belle place dans les magasins. Alors ça on le trouve pratiquement partout, même en grande surface. Donc c'est ça, c'est votre nouvelle locomotive. Sauf dans les grandes surfaces alimentaires, c'est le seul endroit où on ne trouve pas. Mais genre les magasins de jouets, tout ça, les grandes surfaces spécialisées, on trouve. Nondarenard est là, vous permet d'avancer et on continue ainsi derrière. D'autres jeux qui sortent du lot ou il y a un changement spécifique qui a lieu chez Atalia derrière? Parce qu'on arrive tout de suite dans les années Covid, là on était en 2018, on arrive en 2019. On a Punto, on a Gold qui sont des tout petits jeux comme celui-ci, qui sont aussi notre locomotive dans le sens qu'on en vend beaucoup. En termes de chiffres, c'est même nos meilleures ventes. Ça c'est le numéro 2. Punto c'est encore mieux. C'est des petits jeux qu'on met dans la poche, ça coûte 8 €, c'est pas cher. Voilà, donc ça se vend très bien aussi. On y a joué justement avec le juge au tribunal pour lui montrer. Vous voyez, il y a tout un tas de nouveaux jeux qui vont arriver. Alors, on n'a pas joué pendant la séance des tribunaux, mais avant, quand le juge on explique pourquoi on pense qu'on va s'en sortir. Donc on lui avait parlé de ça, on lui avait parlé de Gold, mais surtout de Punto qui est sorti avant. On avait 2 jeux de party game grand public relativement trash qui pouvaient remplacer Limite aussi. Et c'est pour ça qu'on a les Jonquilles,
qui n'est pas aussi trash que limite, voire il est presque pas trash du tout, mais ça cible le même public. On a Je n'ai jamais, qui lui par contre est un peu trash aussi, qui était prévu, qui sortent aussi, donc ils sont tous sortis en 2019. Et ça, tout ça c'était prévu, mais le temps entre que ça c'est la volonté et en tant que ça se mette en place, ça passe du temps. Et du coup, ce qui fait qu'effectivement en 2019 on a sorti le redressement. Et du coup maintenant on travaille plus sous contrôle judiciaire, qui était une chose assez lourde, ouais, administrativement parlant, et en termes de coûts aussi, parce que l'administration derrière ça se paye. Et il y a un changement aussi, alors que tu étais jusqu'ici uniquement distributeur pour ne pas mélanger les genres, il y a quand même un petit revirement qui est fait chez Atalia, vu que vous prévoyez de sortir un premier jeu édité Atalia. Alors le premier est sorti en novembre 2021, et c'est Conquête. Et en plus je vois qu'il y a Cesare Menardi dessus. Oui, et ben alors ça c'est plutôt une anecdote. Le jeu a été présenté à l'équipe comme un jeu de n'importe qui, et ils ne savaient pas que j'étais l'auteur. Je ne voulais pas qu'on le choisisse parce que je suis l'auteur, je voulais qu'on le choisisse parce que c'est le meilleur. Donc voilà, on a sorti ça, on va sortir d'autres jeux. Cette activité-là, c'est quelque chose qui a été nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est des jeux qui sont à nous, contrairement à d'autres, on ne pourra pas nous les piquer. Hein, ce qui est arrivé avec Limite, ce qui est arrivé avec Roméo et Juliette aussi. C'est des jeux qu'on pousse. Le loup-garou pour une nuit, on le pousse, on le fait connaître, ça devient un succès, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est plus riche que nous et le prend. C'est le marché, c'est la loi des poissons petits qui mangent le gros, mais en même temps, nous on ne peut pas se permettre de se faire bouffer à chaque fois. Donc déjà ça, poussons des jeux dont on est sûr qu'on va garder. Et puis autre chose, c'est on s'est privé de recettes qu'on n'avait pas, parce qu'aujourd'hui quand tu as un jeu comme celui-ci et que tu le vends en France, si j'étais uniquement distributeur et ou localisateur, éventuellement on pourra expliquer ce que c'est la différence plus tard. Si je le vends qu'en France, je vends, je sais pas, 2000 boîtes, un jeu comme ça, c'est relativement expert, on ne vend pas des grosses quantités des jeux de ce type-là. Je gagne que de l'argent en France, donc mais pour l'éditer comme ça, en plus il faut pas mal, pour le faire que ce soit parfait, il faut pas mal d'investir derrière. Et avec 2000 boîtes, ça va être difficile de gagner de l'argent. Donc comme ça, lui, il va être distribué en Allemagne, il va être distribué aux États-Unis. Le premier tirage est tiré à 12 000. Ah oui, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose, donc du coup on fait du chiffre d'affaires à l'étranger. Chose que font nos concurrents et nous on ne faisait pas. Donc c'était les deux principales raisons, ce sont ça en fait. Hein. Ça, East India Company, c'est le nouveau jeu de Pascal Ribaud, je pense. Oui. Et qui avait fait Virtu. Oui. Et qui ici va sortir, pas pour Essen, on va le voir sûrement Essen en démo, j'imagine que c'est on pourra le tester en démo je crois, et puis oui, c'est en boutique en novembre. Donc cette année-ci quoi. Ouais. Tout à fait. Donc deuxième jeu qui sera édité par Atalia et premier jeu d'une gamme supérieure, on va dire expert léger ou expert. Pour moi c'est pas le plus difficile, c'est pas non plus ce qu'on appelle, un expert léger, dans le sens que c'est quand même assez alambiqué, la stratégie est vraiment importante. Moi j'ai beaucoup joué, si je joue à quelqu'un qui n'a jamais joué, généralement je lui mets un avantage bien sûr énorme. Alors effectivement, ce qui peut donner la sensation que c'est un joueur, un expert léger, c'est que c'est tellement bien thématisé que tout ce que tu fais, c'est des choses que tu connais, que dans la vie, c'est du commerce quelque part, tu as une idée de comment ça va fonctionner le commerce, et donc tu retiens facilement les différentes règles, et tu retiens ce que tu dois faire dans le jeu rapidement, donc tu rentres rapidement dans le jeu, malgré qu'il y ait plein de petites règles, etc. Mais chaque règle, c'est bien ancré dans la réalité, quoi. Donc East India Company's deuxième jeu qui est édité par Atalia, il y en a un troisième qui est déjà prévu dans les cartons pour 2023 peut-être? Il y a deux autres qui sont déjà prévus, et un qui sortira en octobre, novembre de cette année aussi,
qui s'est fait rapidement parce que quand on a présenté le concept, c'est un autre gamme, hein, on a présenté le concept à des magasins, des chaînes de magasins, donc un jeu plus grand public, et ils ont adoré le concept, et c'est le quiz, écrit C-O-U-I-S-E, le quiz, et c'est un jeu de quiz 100% français et 100% fabriqué en France. Voilà, donc c'est ça l'originalité du jeu, finalement, c'est tout bête comme concept. Mais c'est un réel plaisir de pouvoir jouer dans ces conditions-là avec un jeu de quiz, comme il y en a d'autres sur le marché, mais avec ces deux particularités-là, aujourd'hui c'est pas facile de sortir à 25 € en plus. Un jeu à 25 € fabriqué en France, avec 1210 questions. Avant les fêtes de toute façon. Et puis le troisième, c'est Explora, qui est un jeu dont je suis aussi l'auteur. Mais dont tout ce qui est graphisme est déjà prêt. Je ne suis pas satisfait à 100% de la mécanique, donc ce sera plutôt 2023. Au niveau de ce que tu as proposé tantôt, c'est quoi les différences pour toi entre le distributeur, le localisateur, l'éditeur? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on mélange un petit peu tout et que tout le monde fait un petit peu n'importe quoi. Alors, ce serait peut-être bien d'avoir que des localisateurs, ce serait bien net, que des éditeurs, ce serait bien net, que des distributeurs, ce serait bien net. Est-ce que tu avais comme idée au début quand tu as fait Atalia, tu voulais être que distributeur, au final tu as localisé, et c'était ta deuxième étape, et puis après maintenant tu es devenu éditeur, au final tu regroupes le tout. C'est pas viable de n'être que l'un ou que l'autre? Ce n'est plus viable en tout cas parce que le marché évolue d'une façon que c'est obligatoire, quoi. Donc on ne pouvait pas faire différemment parce que initialement, effectivement, quand je lançais Atalia, j'avais une quinzaine de jeux de qualité qui étaient déjà disponibles en français mais qui n'étaient pas distribués, donc c'était simple, ils étaient déjà en français, ils étaient déjà prêts pour le marché, il fallait juste faire le marketing en France et puis le distribuer. Aujourd'hui, les éditeurs ne prennent plus ces risques-là, donc si un jeu est traduit en français, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui en achète une bonne quantité à l'avance, et donc on est forcément, du moment où tu achètes une grande quantité de jeux, forcément c'est toi qui vas vérifier que le jeu a tout pour se vendre. C'est-à-dire qu'avant, le risque, c'était l'éditeur qui le prenait. Quand ils te font traduire un jeu, etc., et que tu achètes une grande quantité, c'est toi qui prends le risque. Donc du coup, forcément, c'est toi qui fais la traduction, c'est toi qui fais les petits changements nécessaires pour que ça marche bien en France. Et donc ça, c'est la localisation, hein, c'est quelque part une édition d'un jeu qui existe déjà à l'étranger. Avec les adaptations, parfois il y en a très peu à faire, hein. Donc là il fallait traduire, avoir un nom qui soit francophone, ce qui souvent est la difficulté principale, même parce que le reste c'est qu'il y a de la traduction. La traduction, quelque part, tout le monde sait faire, entre guillemets. Mais parfois il faut trouver quand même un jeu qui soit un titre qui soit accrocheur, qui puisse exprimer le concept du jeu derrière, c'est pas évident. Et puis l'édition, c'est par contre là, c'est du coup, il y a des auteurs qui ont des idées plus ou moins farfelues et plus ou moins intelligentes, et quelqu'un qui arrive avec un jeu, un prototype d'une idée d'un jeu qui nous plaît, on trouve tiens, ce jeu-là n'existait pas sur le marché, c'est réellement drôle, c'est vraiment intéressant. Allez, on va l'éditer. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire non seulement le fabriquer, mais d'abord il faut vérifier que le jeu fonctionne à 100%, qu'il n'y ait pas de petites bugs à droite et à gauche, parfois il y a des petites améliorations qu'avec l'auteur on lui proposer de dire pourquoi on ne fait pas plutôt ça, plutôt que ci, etc. Et après il faut trouver des illustrateurs, il faut des graphismes qui fassent que on puisse jouer facilement, se rappeler s'approprier du jeu rapidement. Et tout ça, c'est du travail, énormément de travail, et c'est fait par l'éditeur. Donc, une fois que l'éditeur, après, il fait les fichiers qu'on envoie à fabricants, les fabricants, c'est des spécialistes, il y en a en Europe, malheureusement, la plupart sont en Chine, et ils fabriquent, et après, il faut les faire arriver ici. Et donc ça, c'est le travail à la fois, on le fait pour la localisation, on le fait pour la distribution parfois aussi. Il faut rapatrier les jeux de Chine, les faire venir en Europe.
Et puis après, ça commence le travail de distribution pure et dure qui est, on a un produit dans notre entrepôt qui, comme on disait tout à l'heure, est à côté des Niort. Et maintenant, il faut l'envoyer dans toutes les boutiques et même parfois, on fait un peu de vente directe avec notre site internet. Et donc, comme tu l'as dit, le problème de tes mauvaises expériences en tant qu'éditeur pour Loup-garou pour nuit, pour Limite, pour Roméo et Juliette, font que tu as dû évoluer dans un premier temps aussi avec la création en tant qu'éditeur, mais tu as un t-shirt. C'est pas un t-shirt Atalia. Non, alors. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est un t-shirt Our et non pas Huche comme j'ai dit pendant des années. Oui, c'est simple comme un bonjour, hein, Our. et donc Our, pourquoi? En fait, c'était là pareil, il fallait trouver un partenaire qui puisse avoir des produits de qualité à nous proposer. Qu'on puisse développer sans risque qu'ils partent. Pareil. Donc effectivement, ces jeux-là sont à nous, ils ne vont pas partir. Et là, comment on fait pour, à un moment donné, on se dit, tiens, il faut qu'on fasse une augmentation de capital, c'était prévu. Si on a un partenaire avec des produits solides qui rentrent au capital, du coup, le jour où on va le localiser, il ne va pas partir. C'est ça la stratégie derrière, quoi. Donc, du coup, effectivement, Our est rentré au capital d'Atalia, en partie minoritaire, donc c'est moi qui suis actionnaire principal. Mais a priori, maintenant, tous les jeux qu'on a commencé à développer, parce qu'eux, ils sont très grands en Allemagne, ils ont des jeux qui se vendent comme des petits pains qu'on trouve partout, même en marchand de journal ou à l'aéroport, j'en ai vu. C'est vraiment des jeux qui se vendent super bien. Ils ont des jeux grand public, ils ont la même philosophie que nous, ils n'ont pas forcément un seul type de secteur, ils essaient un ensemble qui va du jeu grand public jusqu'au jeu plutôt expert. D'ailleurs, en Allemagne, c'est Our qui va distribuer et localiser East India Companies, par exemple. Mais voilà, ils ont des jeux, alors je sorti ici, ça c'est l'un de leurs meilleures ventes. C'est des jeux grand public, c'est des petits casse-têtes. En France, on a un spécialiste qui est très connu, qui n'est pas Our. Pour tout ce qui est jeux casse-tête, mais en Allemagne, ce sont des best-sellers. Donc je dis, ok, on va les faire venir en France, mais comment faire pour éviter qu'ils risquent, une fois qu'on les a poussés et qu'ils vont fonctionner comme on le pique encore, c'était en rentrant, c'est que cet éditeur, ce grand éditeur dans notre capitale. Et du coup, on a commencé effectivement, eux ils voulaient rentrer en France comme être distribués, avoir tous leurs produits, alors que précédemment on travaillait juste comme en distribution, on comprenait ce qu'on considérait les meilleurs ou ceux qui étaient les plus faciles à localiser sans moins de risques. Il y avait des jeux comme Fauna, et en France c'est sorti, édité par Philosophia, donc ça c'est le jeu que j'avais acheté à l'époque pour mes enfants. Qui en Allemagne est un grand succès, donc il est sorti en 2010 et ça fonctionne, c'est vraiment une de leurs locomotives parmi les jeux familiales. Mais voilà, un jeu comme ça, avec ces graphismes comme ça, qui sont un peu datés, en France, il ne pourrait plus marcher aujourd'hui. Donc je veux bien, en tant que localisateur, chercher un graphiste, refaire toute la charte graphique, etc. pour qu'elle soit mise au goût du jour. Mais tout ça, c'est un coût. Puisque je ne peux pas vendre le même jeu à l'étranger, donc ce coût-là est particulièrement important. Donc il faut que j'ai la sécurité de pouvoir le vendre longtemps en France. Donc le fait d'avoir fait rentrer un partenaire qui a des jeux aussi de bonne qualité et qui vont rester longtemps dans notre catalogue, c'était l'assurance et ce qui nous a permis de dire, tiens, ça y est, on y va, on le fait. Et donc là, par exemple, Fauna, il va sortir. Fauna, la plupart des boutiques, celles qui sont ouvertes depuis longtemps, le connaissent parce que c'était un succès déjà à l'époque. Et aujourd'hui, il va sortir avec une nouvelle charte graphique, peut-être. Là, il sortira en novembre, je n'ai pas encore
d'autres prototypes avec la nouvelle charte graphique. Le jeu ne change pas parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est un jeu de Friedman Freeze qui est habitué à faire des jeux un peu plus costauds, mais là c'est un jeu familial, vraiment tout simple, c'est un jeu assez génial. Un autre grand succès qu'on a en Allemagne et qu'en France qu'il fallait localiser, c'était un jeu qui s'appelle Buxtehude, je sais plus quoi, je parle pas allemand en plus, je ne me rappelle plus exactement, c'est un jeu basé sur la géographie, donc là on l'a fait en français, ça s'appelle Où c'est donc en France. Là en novembre sortira Où c'est donc en Europe, et puis l'année prochaine a priori Où c'est donc dans le monde, bien évidemment, c'est la même mécanique, fonctionne très bien, et c'est un jeu où il faut pouvoir, encore une fois c'est un jeu un peu de pari, parce que si tu sais pas où est-ce que, il faut les classer par ordre de nord au sud ou de l'est à l'ouest, c'est simple comme ça, donc, mais encore une fois si tu n'as aucune idée de où est-ce qu'une ville par rapport à une autre, ben, tu la mets en jeu en disant ah mais bien sûr j'y étais l'autre jour, j'étais en vacances, c'est à l'est de Paris, alors qu'en fait c'était à l'ouest peut-être, si les autres croient à ton bluff, ça passe, et sinon par contre si les autres ils doutent, on va regarder, si tu avais bluffé que c'est faux, c'est les autres qui gagnent des points, si par contre ils t'ont accusé injustement, c'est toi qui gagne des points. Alors du coup, c'est trop drôle parce que parfois tu fais des pièges. Genre par exemple, entre Lille et Marseille, c'est facile de dire, bah, si tu mets Lille à nord de Marseille, personne ne va douter de toi. Par contre, si tu mets Lille à l'est de Marseille ou à l'ouest, je pense que beaucoup, moi-même maintenant que je fais l'exemple, j'ai un doute. Si je sais qu'il est à l'ouest, bah, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être mettre en doute ce que je dis. Et du coup je gagne des points. Donc finalement c'est un jeu de connaissances où c'est pas forcément celui qui a le plus de connaissances qui gagne. Parce qu'il y a un peu de stratégie à choisir, qu'on dresse, qu'on bluffe, etc. Mais ça reste un jeu grand public bien évidemment. Et là pareil, bah, avant de se mettre à faire un travail, donc là on a trouvé un illustrateur de succès, Cyril Bouquet, français, donc il a fait l'illustration au goût français, avec un titre français. Toutes les villes, il y a un contenu derrière assez important. Décider quelle ville on met, il faut que ce soit des villes pas trop faciles, qu'il y ait des villes faciles mais pas que des villes faciles. Et puis il faut les coordonner, on peut jouer aussi avec les classer par ordre de nombre d'habitants aussi. Il y a une variante dans le jeu. Vous avez distribué beaucoup de jeux différents, quelques jeux experts. Bon, on pourrait parler effectivement de Keeper qui a reçu, on va le remonter dans ce sens-là, Keeper qui a reçu aussi un beau petit prix comme ça, qu'il était quand même Expert Game Award il y a quelques années. Ouais, tout à fait. Ouais. Raja of the Gange, des jeux comme Witchstones, vous distribuez Merve, vous distribuez Gutenberg, on en a parlé aussi. Alors là toi-même tu fais la différence, tu vois. Ça c'est la distribution, parce qu'effectivement les jeux sont déjà prêts, on n'a rien fait, ils étaient déjà en français, on a juste peut-être corrigé les règles, sinon je corrige les règles. Mais ils étaient déjà en français. Et tu as localisé Gutenberg, alors que Gutenberg c'est localisé, Merve c'est localisé. Et c'est pour ça que c'est pas très clair pour tout le monde. Tout à fait. Quel est le travail qui est vraiment fait? Alors est-ce qu'on peut dire que demain, quand il y aura un logo sur un jeu, en plus du logo de l'éditeur initial, ça voudra dire localisé. Est-ce que vous allez le remplacer comme Super Meeple le fait pour Art Nova, il a écrasé Furland? Moi je trouve que le remplacer, du moment où c'est pas nous qui avons fait le travail derrière, n'est pas forcément la meilleure reconnaissance pour l'éditeur. Donc du coup, quand c'est localisé tel que Merve, dans Merve on voit notre logo, mais derrière c'est une exception, parce que justement maintenant on le fait nous aussi, parce que forcément du coup les gens ils connaissent pas Atalia. Bah oui. Parce que nous on est respectueux de l'éditeur, mais finalement on ne mettait pas en avant notre marque suffisamment. Ça manque parfois de clarté tout ça. Voilà. Mais du coup là la décision maintenant désormais c'est pour tous les jeux qui sont localisés, il y aura le logo sur la boîte quand la charte graphique le permet, parce que parfois mettre plein de logos c'est moche. Donc quand la charte graphique le permet, on mettra notre logo et celui de l'éditeur de base.
Merv, on a décidé de mettre que le nôtre parce que la boîte est faite très jolie. Il y a un endroit où on peut mettre un seul. Si on mettait deux, c'était moche. Donc on a mis le nôtre. Pour d'autres jeux, comme Gutenberg, je trouvais qu'il y avait la place pour mettre les deux. On l'a mis avec un bleu qui n'est pas celui d'Atalia, exprès pour que ça rentre bien, ça respecte la charte graphique de l'éditeur aussi. Mais c'est de la localisation, dans le sens que nous, on n'a fait que la traduction et les adaptations, petites adaptations qui étaient nécessaires pour améliorer le produit qui existait déjà. Là, à Raja of the Ganges, on n'a pratiquement rien fait. Donc le jeu, il est fait comme ça, il est arrivé en France comme ça, et donc nous, on fait juste le connaître. C'est déjà quand même un travail important, le faire connaître au grand public et le faire connaître aux boutiques pour qu'ils puissent l'approvisionner. On parle d'édition, on parle de localisation et compagnie, il y a un nouvel acteur depuis quelques années quand même qui a pris énormément de place dans le domaine du jeu et qui impacte aussi bien les magasins, somme toute, que les éditeurs. C'est quand même le Kickstarter. Ouais. Qu'il soit sur une autre plateforme, on s'en fout, mais je veux dire, le principe en tout cas du Kickstarter t'as un frein, t'as un plus, c'est quoi pour toi? Tu le vois comment ça? Moi je le vois un peu comme mes clients. Je suis forcé de le voir comme mes clients le voient, quelque part. Parce que moi j'avais ma vision, mais qui n'est pas forcément celle de mes clients, et je dois en tenir compte. Mes clients, ce sont principalement des boutiques. La boutique, quand elle voit qu'il y a des jeux qui la court-circuitent, quelque part, hein, ils auraient pu recevoir les jeux, le vendre, et en fait c'est l'éditeur quelque part qui le vend directement au public, et ils sont court-circuités, et en tout cas c'est sans court-circuiter, même si certains produits tels quels, il n'y a pas les marges nécessaires. Parfois c'est un problème, c'est nécessaire. Il y a des jeux pour lesquels si tu mets la marge du distributeur, la marge de la boutique, etc., ils arriveraient aux particuliers à des prix exorbitants. Du coup, si on vend en direct, forcément, on arrive à lui donner une vie malgré tout, quoi. Donc il y a des jeux de ce type-là pour lesquels c'est nécessaire et qui de toute façon n'arriveraient pas en boutique, mais malgré tout, ça donne ces sentiments-là de court-circuitation. Alors pour les jeux qui ont l'ambition d'être à la fois vendus direct comme ça, parce que ça permet à la boutique, à l'éditeur, surtout quand c'est un petit éditeur, parfois de se financer, hein, c'est pas évident de trouver le financement. Nous, on a distribué certains. Mais généralement ce sont des jeux auxquels on va voir les boutiques, on dit tiens, nous l'année prochaine on va distribuer ce jeu là qui va être vendu sur Kickstarter, mais si tu m'en précommandes, tu vas l'avoir, tu vas avoir les mêmes produits avec les mêmes stretch goals aussi, donc tu n'es pas court-circuité. Tu n'es pas obligé de mettre en avant de l'argent comme le pledger normal, parce que c'est nous qui prenons les risques, on te fait confiance, tu nous promets de faire un achat, ok, nous on les prévoit pour toi. Et puis du coup le pledger il pourra trouver éventuellement le jeu en boutique, mais il ne l'aura pas en même temps. Donc si le pledger est séduit par le concept, et du coup quelque part il est quand même invité à pouvoir soutenir l'éditeur, mais sinon il sait aussi qu'il pourra le trouver en boutique plus tard dans les mêmes conditions, mais pas tout de suite. Et la boutique a un prix inférieur que le prix du pledger, du coup? Oui, la boutique gagne normalement, voilà. Le pledger, il va payer le même prix à peu près, donc c'est pas tellement une question, c'est une question de dire, je le veux avoir tout de suite, je le fais sur Kickstarter, ou j'attends. Tout de suite sur Kickstarter non, mais tout de suite, on s'entend, oui. Tout de suite dès qu'il est fabriqué, parce qu'entre le jour où il s'est fabriqué, qui est distribué au pledger, et après le jour où c'est arrivé en boutique, il y a un delta qui, parfois, peut être important. Et puis aussi, malgré tout, les boutiques ne prennent pas des grosses quantités. De cette façon-là, c'est seulement les premières. Donc, s'ils m'en précommandent 12, ils vont voir 12 exemplaires avec tous les stretch goals, par exemple. Mais généralement, un jeu qui fonctionne, 12, c'est rien. Donc, ça reste, si on veut être sûr d'avoir les stretch goals, je vais peut-être le prendre en Kickstarter. En tout cas, de cette façon-là, la boutique n'est pas court-circuitée et peut proposer à ses clients la même chose.
Les salons, c'est important pour Atalia, pour se faire connaître du grand public, j'imagine, pour une partie de ces jeux, les proposer tout ce qui va avec. C'est bientôt Essen. Il n'y aura pas de stand d'Atalia directement à Essen, pourtant tu es présent chaque année. Ben, on y est présent chaque année parce que déjà initialement il fallait y aller pour chasser de nouveautés à localiser ou à distribuer. Et maintenant, cette année-là, pour la première fois, j'irai sur place, mais parce que puisque le jeu sera localisé par Our en Allemagne, je serai sur le stand de Our pour faire connaître Insignia Companies ailleurs qu'en France. Et Pascal Ribot prévoit d'être sur place, les gens qui veulent l'acheter sur place. Enfin, non, il ne sera pas achetable sur place, donc pas possible d'avoir une dédicace directe, mais... Ouais, je n'ai pas encore parlé avec Pascal de ça, à vrai dire, pour Essen. Il était à Paris Ludique, par exemple, où on me présentait le prototype. Il sera très probablement à Cannes l'année prochaine, donc... Ce sera l'occasion. À voir. En tout cas, les gens voulaient te faire savoir qu'effectivement, ils étaient très contents de te voir et de la disponibilité que tu avais dans les salons. Donc, l'information qu'on m'a demandé de transmettre a été faite. Toi et ton équipe, j'imagine que c'était pas nécessairement que pour toi. Oui, moi tout seul, je pourrais rien faire. Partage les fleurs avec tout le monde. L'équipe, selon les endroits, je pense, qui sont un petit peu plus partout dans la France. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, quand je t'ai accueilli dans la Talia Airbnb, on a 3 chargés de clientèle, donc Hélène, Julie et Xavier, ils sont à 3 endroits différents en France. On a Fred qui s'occupe de tout ce qui est salon et graphisme qui est à Saint-Étienne. On a notre responsable SAV et grand gourou des grands festivals qui est Jérémy. Le régisseur de Cannes par exemple, c'est Jérémy, qui est à côté de Toulon. On a notre comptable et assistante administrative qui est à Brest. On a le dernier venu, c'est en tant que poste aussi, parce que bon, Xavier, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, mais son poste existe déjà. Alors, le nouveau poste qui a été créé, le dernier, c'est celui d'assistant à l'édition, c'est Arnaud de la Siega, qui avait fait un stage chez nous et donc qui après est rentré pour m'aider tout ce qui est effectivement édition, traduction, c'est lui qui s'occupe de tout ça et il s'occupe aussi des réseaux sociaux aussi, donc généralement sur Instagram etc, c'est moi ou celui qui répondons aux personnes qui nous contactent. Super, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Atalia dans les années à venir? Et donc ça c'est notre deuxième meilleure vente cette année, donc on lui souhaite qu'il puisse devenir un jeu qui se vend dans la durée. Hein. C'est un jeu qui est tiré un peu de la mécanique du jeu de golf, je garde la carte ou je remplace une ancienne carte. Dans la même gamme, la même mécanique, on connaît très bien Skijo par exemple. Hein, ça c'est un Skijo qui est thématisé. On sent la mécanique de créer un royaume avec les nains qui se disputent avec les elfes ou les gobelins qu'une personne peut blairer, etc. Et puis, pour ça c'est vachement bien fait. C'est tout simple qu'un Skijo, mais il y a plusieurs modes aussi pour le corset, quoi. Comme mécanique, ça appelle, je parle de Skijo, mais encore une fois, Skijo n'a rien inventé, c'est un jeu qui existe déjà, c'est le jeu de golf, et qui a été développé d'une façon plus gamer. Mais ça reste un jeu familial, voilà. Et ça marche très bien pour ça, et donc on lui souhaite qu'il puisse s'instruire dans la durée, et puis Nostromo a deux autres jeux qui vont sortir, il y a Rivality et Saré, qui sortira d'ici l'année prochaine. Ok Cesare, merci pour ce moment de nous avoir accueillis et d'avoir pu expliquer un petit peu tout ça à ceux qui vont voir cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci déjà pour la reconnaissance. C'est sympa d'entendre dire que les gens nous remercient de notre disponibilité. On essaie de faire notre mieux. Continuez à nous soutenir. En fait, le meilleur soutien, je le dis toujours, c'est
de parler de nos jeux aux boutiques, parce que parfois ils ratent, il y a tellement de jeux qui sortent tout le temps que la boutique ne peut pas tout connaître et du coup ils ratent des pépites. Donc si vous connaissez une pépite Atalia, parlez-en à votre boutique, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Bonne journée. À bientôt, ciao.